le phénomène au cas où le protestantisme triompherait, comme ce fut le cas ensuite lorsque les protestants devinrent un pouvoir de plus au sein de l'Occident. Ils développèrent leur propre service d'espionnage afin de connaître et d'anticiper les stratégies du monde catholique romain. Puisqu'il en est ainsi, il est très étonnant de constater comment une secte comme les Illuminati, qui n'avait pas du pouvoir réel ni les ressources économiques que possédaient d'autres associations secrètes qui furent néanmoins entièrement anéanties, par exemple celle des Cathares, réussit non seulement à résister à la majeure partie des tentatives d'éradication des monarchies européennes, mais aussi du Vatican. Ces derniers étaient vraiment acharnés à les annihiler, connaissant le danger de leur objectif et des méthodes employées par les membres des Illuminati pour les atteindre. Le cas des Illuminati est sans aucun doute l'un des plus intéressants à étudier, c'est ce que nous allons tenter de faire dans les paragraphes qui suivent. Le fait qu'elle constitue encore de nos jours à être une société secrète dont l'action persiste et qui, selon beaucoup d'auteurs et de nos chercheurs, est l'une des plus actives du monde contemporain, n'est pas un élément vraiment rassurant, mais il est important de les prendre en compte pour que chacun tire sa propre conclusion et pour quelques documents authentiques provenant de l'ordre des Illuminati, réquisitionnés par les services secrets à une époque relativement récente, ont permis de reconstruire une grande partie de son histoire. À la suite, nous n'en mentionnerons que quelques-uns. Enige original des ordens. Oh là là. Original. Moi je sais pas lire vos trucs. Hein. E-I-N-I-G-E. Après c'est O-R-I-G-I-N-A-L-S-C-H-R. Des ordens. O-R-D-E-N-S. 1787. Der Echt Illumina, 1788. Illuminatus Dirigens Orden Scottischer Ritter, 1794. Drei Melkwuldig. Je vais le dire. D-R-E-I, plus loin, M-E-R-K-W-U, avec deux petits points dessus. R-D-I-G-E, plus loin, Ossagen, 1786. Apologie der Illuminaten, 1787. Verfolgung der Illuminaten in Bayern, 1786. Pythagoras oder Bertrachtungen Hubert, bon bah il y a les deux points sur le U. Dit Jenny, oh là 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 là, GN, oh vous me faites chier. Hubert dit G-E-H-E-I-M-E, voilà. Hein. Welk and Regieren, oh là 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 là, R-E-G-I-E-R-U-N-G-S-K-U-N-S-T. Excusez-moi, hein, j'ai pas appris tous ces trucs-là, les mots comme ça, vas-y, hein. 1790. Alors, les origines du dogme Illuminati. Depuis les débuts de la civilisation, la concurrence et les rivalités existent parmi les secteurs les plus puissants, mais la possession du pouvoir a toujours varié selon les époques. Ainsi, au début, c'étaient les prêtres des différentes divinités qui détenaient principalement le pouvoir. Ils prenaient même en charge l'intégralité de l'éducation du monarque pour que celui-ci continue à appliquer les préceptes religieux appris lorsqu'il accédait au trône. Une fois arrivé à l'âge adulte, au lieu de s'affirmer lui-même en tant que suprême autorité, cependant, ce système ne pouvait durer très longtemps et l'accession au pouvoir d'un roi un peu plus ambitieux allait inévitablement amener celui-ci à se débarrasser de la lourde tutelle des prêtres, ses premiers éducateurs. De ce fait, il pourrait devenir maître absolu de son destin et de l'avenir de la nation qui représentait sans rendre de compte à qui que ce soit, si ce n'est à lui-même. Il semble que ce fut le cas du roi de Namu, N-A-M-M-U, de la cité dure de Sumer, il y a plus de 3000 ans, élevé par un groupe de religieux du temple. Il décida, une fois arrivé à l'âge adulte, qu'il était capable de gouverner seul. Il écarta ainsi du pouvoir les prêtres qu'il relégua
au rôle de simple officiant de culte, ce secteur mis en marge du pouvoir qu'il avait exercé pendant plus de 1000 ans ne cessa de se révolter contre la volonté indépendante du monarque en encourageant de nombreuses insurrections dans toute la Babylone, profitant de la grande influence qu'il avait auprès de la population. Cependant, l'astucieux roi Namu, ayant prévu cette réaction des prêtres mécontents, mit aussitôt en marche son plan B, qui consistait à donner plus de pouvoir en apparence à un groupe minoritaire au sein du temple, marginalisant les grands prêtres qui tentaient leur chance. Selon les traditions de la Mésopotamie, au début de la civilisation, les temples ne regroupaient pas seulement ceux qui étaient formés pour exercer le sacerdoce, mais aussi les hommes les plus capables, les plus intelligents et dotés d'un esprit d'invention et d'une certaine imagination. Nous pouvons dire que les temples antiques réunissaient toute l'intelligence de leur époque, depuis les ingénieux jusqu'aux architectes, scribes, lettrés, géomètres, mathématiciens, astrologues et tous ceux qui, pour vivre et s'exprimer, ne se servaient pas de leurs mains, mais de leur cerveau. Ce groupe que nous pouvons appeler celui des intellectuels de l'époque avait une importance moindre par rapport à ceux qui se dédiaient strictement au sacerdoce, bien qu'ils n'exerçaient pas leur tâche en tant que serviteurs des prêtres. Ils étaient explicitement soumis à leurs caprices et à leurs faveurs. Depuis des temps immémoriaux, les rois choisissaient leurs ministres et fonctionnaires parmi les intellectuels du temple, mais compte tenu de l'influence décisive des prêtres qui avaient leurs propres favoris, cette décision était loin de devenir un obstacle. C'est vrai qu'ils ont changé le truc de YouTube. Normalement, j'ai le droit qu'à 256 mémos en vidéo, je crois. C'est pour ça, si je dépasse, faut que j'attende 24 heures ou je sais pas quoi. Bon. Puis il n'y a pas que ça. Vous couperez ma vidéo YouTube, hein, c'est pas grave. Cependant, l'astucieux Namu ratifia lui-même les intellectuels qu'il avait déjà choisis parmi les rangs inférieurs du temple. Non, ceux qui font des lives qui durent plus. Ah oui, normalement, tu avais le droit jusqu'à 12 heures. Et ça aussi, ils l'ont changé. Mais en plus, ils augmenta leurs responsabilités toujours soumises à son pouvoir, ce qui occasionna une nouvelle vague d'indignation de la part de ces prêtres écartés du pouvoir. Le coup de grâce fut donné par le roi lorsque les prêtres commencèrent à prêcher contre lui afin d'engendrer une haine populaire contre le souverain. Il ordonna d'ouvrir les greniers royaux et les bases cours pour nourrir la population afin de prévenir dans quelques famines, laissant ainsi circuler la rumeur que les prêtres étaient opposés à cette action. Comme les intellectuels du temple étaient chargés de mesurer et de pronostiquer les fréquentes inondations provoquées par les fleuves Tigre et Euphrate qui fertilisaient chaque année la Mésopotamie, il fut facile au roi Namu d'être mis au courant de la sécheresse due à une irrégularité des pluies qui normalement grossissaient ces deux fleuves, qui allaient se produire cette année-là et se transformer en une catastrophe. Ainsi, au cours de cette année-là, la population mangea aux frais de la couronne et fit la sourde oreille aux tentatives de rébellion ourdies par les prêtres. Au contraire, à force d'insister dans leurs prêches comme Namu, la foule furieuse se rébella contre eux, qui, d'autre part, ne pouvant plus compter sur l'appel royal, virent plusieurs de ces malheureux prêtres lynchés, considérés comme des ennemis par la population. À partir de ce moment-là, les troupes de Namu ne firent absolument rien pour protéger les prêtres. Au contraire, l'armée babylonienne, qui était entièrement fidèle au monarque, grâce à sa générosité clairvoyante, aida les anciens serviteurs du temple, les intellectuels, à occuper les postes vacants de leurs maîtres tombés en disgrâce. Rien de nouveau sous le soleil. La cerise sur le gâteau, c'est que Namu ne fit investir de grade de prêtre suprême. Namu se fit investir du grade de prêtre suprême, réunissant ainsi en sa personne le pouvoir séculier et religieux avec un cours d'ingénieur, de mathématiques, de géomètre, d'astronome et de lettré en tant que premier fonctionnaire. Le règne de Namu, l'un des plus prospères de l'histoire de la Mésopotamie, dura presque 50 ans. Il avait à peine 22 ans lorsqu'il accéda au trône et 25 lorsqu'il se couronna prêtre suprême. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Il s'est pas trop emmerdé, hein? Ah oui, bah ça. Grâce à l'aide des hommes les plus intelligents du royaume et de leurs conseils avisés, le roi améliora considérablement le fonctionnement de son empire dans tous les secteurs, du commerce extérieur à l'administration des finances, de l'organisation de l'armée, à l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, après sa mort et avec l'accession au pouvoir de son neveu Egnon II, tout changea. Après avoir soutenu un demi-siècle de la couronne, grâce à leurs connaissances, les intellectuels durs avaient enfin pris conscience de leur véritable pouvoir. Lorsque Egnan II occupa le trône de son oncle, il dut faire face aux exigences de sa cour de savants. Il envisageait non seulement de lui faire rectifier tous les avantages qu'il avait acquis lors du règne précédent, mais aussi d'y ajouter de nouvelles exigences afin de lui ôter une grande partie de son indépendance. Egnan II, qui manquait en apparence de qualité diplomatique de son oncle l'innovation, Nammu faisait preuve d'une volonté aussi grande que l'était son ambition. Il parut tout d'abord accepter à contre-cœur toutes les exigences de ses insubordonnés courtisans, mais ce n'était qu'une apparence, en effet, ni le temps ni l'argent à perdre pour chercher des remplaçants. En une seule nuit, il fit égorger tous ses principaux fonctionnaires et les fit remplacer par les descendants des anciens prêtres qui attendaient depuis un demi-siècle l'heure de la vengeance. La population protesta, mais les pièces d'or et d'argent reparties entre les commandants de ses troupes armées suffirent à les faire taire. Pouvoir avec l'argent, pouvoir. Oh, ben on est toujours au même point, hein. Sachant très bien que le pouvoir gagné par les intellectuels de l'époque après un demi-siècle d'influence n'allait pas disparaître du jour au lendemain, l'impitoyable Egnan organisa une minutieuse persécution de tous leurs adeptes qui se firent contraints de s'enfuir de Babylone. Cependant, après avoir goûté au pouvoir, ces intellectuels n'allaient pas disparaître, mais bien au contraire se multiplier, s'étendant en Inde, dans l'actuelle Arabie, dans le nord de l'Afrique et dans toute l'Asie, faisant ainsi apparaître un processus novateur. Les anciens Illuminati du monde connu restaient en communication grâce à un grand réseau de contacts et s'infiltrèrent dans s'infiltraient dans d'autres organisations secrètes, mystiques et politiques, prêts à récupérer par tous les moyens le pouvoir d'antan. C'est pour cela, comme nous le verrons par la suite, qu'ils participèrent œuvrant seuls ou pour d'autres organisations à presque tous les événements importants des siècles suivants. Seul le temps qui allait s'écrouler confirmèrent plus tard leur objectif final de domination mondiale et absolue. Cependant, en Égypte, des événements propices à la délivrance de ces sectes secrètes allaient se produire 1500 ans avant Jésus-Christ, sous le règne de Thutmosis III. Les écoles du mystère et d'initiation spirituelle furent regroupées par le pharaon qui en devint l'autorité suprême ayant un pouvoir réel. Cette véritable église mystique accueillirent avec la plus grande des générosités les fugitifs babyloniens. Une fois sains et saufs en Égypte, ils continuèrent leur travail d'infiltration afin d'intégrer le pouvoir de la nouvelle organisation créée par Thutmosis. Pendant le règne de ce dernier, les fugitifs babyloniens et leurs adeptes égyptiens se mêlèrent à un courant de pensée qui unissait le mystique aux scientifiques appelé la Grande Fraternité Blanche. 70 ans après, grâce à leurs connaissances, ces membres appuyèrent le changement religieux ordonné par le nouveau pharaon Akhenaton au détriment des chefs religieux des temples, comme si l'histoire répétait ce qui s'était passé à Babylone. Akhenaton, comme nous le savons, instaura le monothéisme dans tout son royaume. Il imposa la croyance en un Dieu unique, Aton, au détriment des temples consacrés aux multiples divinités du passé. À partir de ce pas en avant décisif effectué par le pharaon, le pouvoir de la secte mystique ne fit que s'accroître. Cependant, à la mort de Akhénaton, les anciennes idées polythéistes furent restaurées et au sein de la Grande Fraternité Blanche, la vengeance des prêtres se fit jour, produisant ainsi une autre diaspora de ces membres pour survivre aux persécutions ordonnées par les prêtres.
En conséquence, la Grande Fraternité Blanche se divisa en différentes branches qui maintenaient des contacts étroits malgré la distance géographique et le temps qui passait. La branche dorée s'installa en Inde et dans le sud de la Chine. La branche rouge s'installa dans le nord de l'Afrique et dans les îles du sud de l'Italie, où des siècles plus tard, elle prit contact avec la nouvelle philosophie grecque, s'y infiltrant de la même façon que dans la branche verte le fit avec les sectes mystiques arabes et palestiniennes. Le noyau de la Grande Fraternité Blanche resta en contact avec les branches dorées, vertes et rouges jusqu'au début du christianisme, et même après lorsqu'elle se déplaça à Rome, où elle comptait d'influents adeptes dans l'armée et dans le Sénat romain. Une fois que le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, la Grande Fraternité Blanche se replia en un quasi-clandestinité, bien qu'elle continua son travail d'infiltration dans tous les types de sectes agissant en Occident et au Moyen-Orient. Elle pénétra aussi un groupe arabe, les Assassins, dédiés à des objectifs mystiques et politiques. Ah ouais, ça vient là les jeux vidéo avec les assassins. Ouais. La secte des assassins, dominée par la Grande Fraternité Blanche depuis les débuts du Moyen-Âge, avait recours aux drogues pour atteindre des états de conscience modifiés et pour favoriser la perpétration des homicides par ses membres. À mesure que le pouvoir de l'Empire arabe s'étendait sur toute l'Europe à partir du 7e siècle, aidés par ses sbires, les assassins, le pouvoir de la Grande Fraternité Blanche, dont les membres occupaient d'importantes fonctions dans l'administration impériale des territoires européens, récemment conquis, grandissait ainsi le développement de l'Empire arabe, permis à la Grande Fraternité Blanche de diffuser ses connaissances provenant des points les plus distants du monde civilisé, d'alors depuis la Chine jusqu'à la Grèce et de la mer Baltique jusqu'au nord de l'Afrique. S'emmerde pas. Hein. J'espère que t'es pas broché sur mon eau, hein, du con. Hein. Ouais, parce que dis donc, il tire joliment de l'eau. Radin comme il était. Il est tout seul, il fait une machine à laver tous les jours. Je me demande qu'est-ce qui dégueulasse comme ça pour... Comme t'es tout seul, tu fais assez de linge pour remplir une machine, toi. Enfin bref. Jusqu'au nord de l'Afrique, encourageant son enseignement et sa traduction en langue occidentale, ces aspects est primordial pour comprendre l'origine des Illuminati, car ce que nous connaissons à présent correspond à une branche de la Grande Fraternité Blanche qui mit l'accent sur les aspects relatifs à la connaissance scientifique et aux objectifs de contrôle du pouvoir politique, économique et militaire, au détriment des notions et des pratiques mystiques qui avaient été jusque-là l'élément le plus important de cette secte. Plusieurs chercheurs affirment qu'il est possible que vers l'an 1000 de l'ère chrétienne ait lieu une véritable lutte clandestine entre deux courants au sein de la Grande Fraternité Blanche. Le mystique contre le scientifique. Le second gagna et imposa ses critères à toute l'organisation. D'autres auteurs affirment que le développement du courant scientifique fut la conséquence naturelle de la tradition antique qui animait l'organisation et que son développement coïncida avec le développement leur développement lent, mais certain de la science dans tout l'Occident, un développement qui par ailleurs avait été encouragé depuis le temps de la domination arabe par l'ancienne Fraternité Blanche. Ce fut cet appui scientifique prenant un monde créé par des processus naturels et explicables par l'homme et non par un dieu qui rendit les Illuminati encore plus dangereux aux yeux de l'Église romaine qui renforça leur surveillance. Ouais, t'es en train de me foutre de la... Ah, l'allergie. Ouais, bah avec ma dyslexie, j'allais dire Algérie. J'y peux rien, c'est comme ça. Lorsqu'apparurent la maçonnerie et l'ordre des Rose-Croix en Occident, l'attention de la Grande Fraternité même se concentra. De la Grande Fraternité Blanche se concentra sur ces ordres, fixant ainsi les bases mêmes de sa survivance.
Déchirée par les luttes internes entre les courants mystiques et scientifiques ainsi que par la persécution dont elle avait souffert à cause de l'Église chrétienne et des monarchies européennes, la Grande Fraternité Blanche courait le risque de disparaître. Lorsqu'elle prit contact avec la maçonnerie et l'ordre des Rose-Croix, ce contact insuffla ainsi une nouvelle énergie à la vieille secte provenant de Babylone et de l'ancienne Égypte qui avait survécu durant des millénaires et demi, durant un millénaire et demi, et qui se trouvait au bord de la dissolution en s'infiltrant dans ces deux nouvelles organisations qui apparaissaient en Occident. Les dirigeants de la fraternité comprirent que leur seul espoir était de profiter de nombreux contacts que ces deux sectes avaient dans les cours européens, qui par opposition à la papauté, plus que par tolérance, leur étaient ouvertement favorables. Dans ce contexte, la vieille secte s'impliqua à essayer de dominer toujours grâce à une mesure occulte et protégée par le secret et l'anonymat de ses membres, la conduite de la maçonnerie et de l'ordre de Rose-Croix. Un résultat qu'elle obtint à moitié, mais qui, sans doute, lui permit de survivre à son inéluctable décadence. Dès lors, la conception matérialiste et scientifique de l'univers s'imposait sur le concept religieux soutenu de manière orthodoxe par l'Église à la mesure que la Grande Fraternité Blanche, au sein de laquelle avait manifestement gagné la faction scientifique, perçut dans cette controverse sa meilleure possibilité de façon plus ou moins hasardeuse. Le courant scientifique de cette secte agonisante développa une nouvelle idée grâce au pouvoir de ses dirigeants, obtenu par l'appartenance de la domination de certaines branches de la maçonnerie et de l'ordre de Rose-Croix. Cette nouvelle idée consistait à promouvoir la supériorité de la connaissance technologique et scientifique sur les croyances religieuses. C'est grâce à cette idée que la secte put s'en rapprocher de toutes les associations d'astronomes, de mathématiciens, de géomètres, de physiciens et d'autres spécialistes qui luttaient pour obtenir une sphère de pouvoir éloignée de contrôle de l'Église de l'époque, employant ses ressources, ses contacts et ses influences. La secte appuya, finança et protégea non seulement les découvertes des hommes de science, mais aussi leur vie, les limites de son pouvoir restant cependant assez claires. Elle ne parvint pas à sauver des flammes ni Miguel Servet, ni Giordano Bruno, illustres victimes de l'Inquisition, ni tous ceux qui payèrent de leur vie le prix de leur recherche et de leur conception de l'univers. Page 211. Il reste combien de pages? Oh, il reste plus beaucoup. Bien que l'on ne doive pas oublier que de véritables objectifs étaient d'accroître plus encore son pouvoir et son influence en soutenant le scientifique contre les intérêts de l'Église, on ne peut pas nier que dans la période qui va de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, la secte contribua de façon indirecte au progrès technologique et scientifique de l'humanité. Cependant, il manque encore un autre facteur pour que se produise la constitution de la secte des Illuminati telle que nous la connaissons de nos jours, dont l'objectif précis est de contrôler définitivement l'humanité et de dissoudre ces institutions qui sont considérées comme un obstacle à la nature supérieure de l'homme. Le détonateur apparaîtra à juste titre à la fin. Le détonateur apparaîtra à juste titre à la fin du XVIIIe siècle dans le sud de l'Allemagne, bien que la secte fût d'abord jugée peu dangereuse par les espions du Vatican et des puissances européennes, au moins par rapport à d'autres organisations actives sur le vieux continent. Elle devint brusquement l'une de ces organisations. Oh, puis ça me fait chier, mes lunettes avec la loupe, ça le fait pas. Ça me casse les élastiques. Le détonateur apparaîtra à juste titre à la fin du XVIIIe siècle dans le sud de l'Allemagne, bien que la secte fût d'abord jugée peu dangereuse par les espions du Vatican et des puissances européennes, au point par rapport à d'autres organisations actives sur le vieux continent. Elle devint brusquement l'une des organisations secrètes les plus dangereuses et influentes de tout l'Occident, celle qui allait avoir un rôle capital dans les événements les plus importants du XIXe et XXe siècle. Les conjurés de Bavière.
Il semblait parfois que des faits inattendus aident à éclaircir la vérité. Une nuit d'orage de l'an 1785, pendant que certains documents sur les Illuminati étaient confinés au secret par les services d'espionnage de toute l'Europe, une preuve concrète de son action allait apparaître sur le chemin allant de Francfort à Paris. Une brigade de la patrouille de Bavière trouva sur la route, abattu par la foudre, un homme et son cheval. Dans les besaces de celui-ci, ils trouvèrent un document recherché depuis longtemps dans toute l'Europe contenant des instructions pour le bon fonctionnement de la secte fondée des années auparavant par l'ex-jésuite Adam Weishaupt, qui avait été, après son vœu monastique, élu professeur de droit canonique dans sa ville natale, Ingolstadt. Du haut de sa chair de droite, il exprimait la nécessité d'un changement mondial dans les rapports du pouvoir, affirmant que l'ordre connu jusqu'alors devait être renversé, en expliquant que l'Église et la notion de patrie étaient des institutions obsolètes qui devaient être remplacées par un gouvernement international dirigé par des technocrates. Adam Weishaupt, ou plus d'avoir été jésuite, était un membre connu de la franc-maçonnerie du sud de l'Allemagne. Il avait une conception très particulière du rôle de l'Église et des autres institutions régnantes en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Avec son groupe d'acolytes, il croyait qu'elle était un obstacle au progrès de l'humanité et qu'elle devait être promptement remplacée par une sorte de république universelle. En 1766, avec l'appui de certaines personnalités déjà puissantes de cette époque-là, Adam Weishaupt fonda la secte secrète des Illuminati. Je vous montrerai pas sa tête. Bon. Associant tout ce qu'il connaissait au sujet de l'organisation hiérarchique des jésuites et de la maçonnerie, Adam Weishaupt appartenait à l'un des grades supérieurs de ce qui avait été autrefois la grande fraternité blanche. Dans son courant scientifique, ce dernier s'étant révélé le plus adapté sur le plan idéologique pour les nouvelles années à venir. Et il me flingue le nez, le con, avec sa lessive. Il me flingue tout. Bien que le gouvernement déclara illégal les sectes des Illuminati en 1787, promulguant plusieurs peines de mort et la réclusion à perpétuité pour ceux qui essaieraient d'infiltrer de nouveaux membres de la secte à partir de ce moment-là, celle-ci ne fit que s'agrandir, recrutant parmi ses adeptes de nouvel ordre mondial quelques-uns des membres les plus remarquables de la société européenne. Selon certains chercheurs, auraient appartenu à ce courant messianique du passé, de pensée messianique de pensée, Johann W. Goethe et Wolfgang Amadeus Mozart, ainsi que Francis Bacon et même Galileo Galilei, le fondateur de l'astrophysique moderne, dans le passé, ainsi que ses martyrs les plus connus, Giordano Bruno et Miguel Servet. De l'étape correspondait ou servait, parce que ça fait ET comme moi, ouais, enfin bref. De l'étape correspondant la décadence de la grande fraternité blanche, tandis que dans le Nouveau Monde et au cours des périodes plus récentes, ces principes furent réaffirmés par George Washington, le père de la révolution nord-américaine. Produit en 1776, la même année que la création de la secte ainsi que par Thomas Jefferson. D'après ces mêmes auteurs, l'influence des idées d'Adam Weishaupt et de ses adeptes sur les pères de la révolution nord-américaine fut telle qu'elle réussit même à faire apparaître un triangle sur le revers de la nouvelle monnaie, le billet vert établi par la révolution. Ils ont volé le triangle sacré. Le triangle sacré. Établi par la Révolution, le symbole des Illuminati. Il s'agit en réalité d'une pyramide tronquée, couronnée par un œil de forme égyptien, l'un des symboles les plus connus de l'ordre des Illuminati. On considère aussi que la secte eut un rôle prééminent dans l'accomplissement de la Révolution française en 1789, alors qu'ils étaient prévus qu'ils éclatent avant la Révolution américaine. Ils ont volé le triangle sacré. Si t'en mets deux, ça forme le symbole
Merde, je sais plus moi. 2 triangles, ça fait l'étoile juive. Ça fait l'étoile de David, pardon. L'étoile de David, excusez-moi. Certaines faiblesses de Eh oui. Certaines faiblesses de conduite de la part des dirigeants firent vaciller l'autorité d'Adam Weishaupt, que l'on suppose avoir abandonné l'organisation lorsqu'il comprit que celle-ci, héritière de nombreuses générations dans l'art de s'infiltrer au sein d'autres organisations, avait à son tour été infiltrée par le prieuré de Sion, qui comptait alors des contacts beaucoup plus importants que ceux que possédait à ce moment-là la secte originelle de Weishaupt, créée à la fin du XVIIIe siècle. Si l'on tient compte de la véracité des recherches réalisées par rapport à l'évolution des Illuminati, l'organisation ne put qu'améliorer ses stratégies visant l'obtention d'un gouvernement mondial à partir du renversement des institutions religieuses, politiques et économiques, sans oublier l'appui croissant des secteurs très ambitieux de la Banque internationale, des politiques émergents et des groupes économiques assoiffés d'un contrôle toujours plus grand sur l'humanité à venir. Il s'agit ainsi de surprendre un pouvoir plus qu'inquiétant de ce qui, au début de l'humanité, naquit comme un groupe de technocrates primitifs originellement consacrés à l'amélioration de la vie humaine. Il se dédie maintenant à obtenir des bénéfices personnels pour un véritable jeu de pouvoir très éloigné de leur but initial. Ils font exactement tout le contraire. Voilà, les antiques centres initiatiques antérieurs à Jésus-Christ. Et ben ça, je vous le ferai. Il y a combien de pages? Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, une petite dizaine de pages, quoi. Ok. Je vous ferai ça la prochaine fois. Et après, ça sera Arthur. La légende de Arthur, la légende du roi Arthur. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Eh ben, la vidéo, elle fait 1h, 18 minutes et 50 secondes. Ouais, bon, bah, j'arrête là. On va bien voir ce que YouTube va faire avec ça. Ils vont peut-être me la couper en 2, en 3, en 4. Ils font comme ils voudront. Si ça passe pas, ça passe pas. Tant pis. Qui n'essaye pas, on peut pas savoir, hein. Voilà.